Alors là, on parlait justement de religion. Et donc justement, il y a quelque chose au 19e siècle qui a un petit peu chamboulé les croyants. C'est Darwin. Donc, alors, il y a plusieurs aspects sur Darwin, parce qu'il y a Darwin en lui-même, donc son œuvre personnelle, et puis après, il y a la théorie de l'évolution, il y a le darwinisme social, il y a plein de choses qui ont peu ou pas grand-chose à voir ensemble, enfin entre elles. Et bon, du coup, aujourd'hui, il y a une espèce de réémergence, ou peut-être que ça n'a jamais vraiment disparu, mais de cette critique de Darwin. Comme quoi, l'homme a été créé directement par Dieu, et puis bon, avec le reste du vivant, il y a aucune, comment dire, évolution, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je ne poserai pas tellement le problème sur Darwin ou sur Lamarck, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur Lamarck. Je poserai le problème tel que Marx l'a posé au moment où Darwin a produit ses textes. Et je renverrai en même temps au texte de Marx dans l'idéologie allemande et aussi à Kropotkin à l'entraide et à l'éthique. C'est-à-dire que, indépendamment de Darwin, à un moment donné, la compréhension radicale des phénomènes du devenir, et il y a déjà ça chez Hegel, a très très bien compris que d'abord il n'y a pas de création. La création, alors c'est pas simplement la science moderne du capital qui dit qu'il n'y a pas eu de création. La science moderne du capital, qui est une imposture généralisée à tous les niveaux, de temps en temps, est obligée de reconnaître des objectivités incontournables. Et l'objectivité incontournable du « il n'y a jamais eu de création », elle remonte d'abord à la richesse radicale des présocratiques. C'est-à-dire que le grand mouvement de pensée générique, de pensée subversive qui caractérise Héraclite, Empédocle et Parménide, et d'ailleurs d'autres, comme Thalès, Anaxagore, Anaximandre, donc tout ce que l'on a appelé les présocratiques, c'est cette compréhension dialectique et immanente que le monde est l'automouvement de son éternité. Le monde, comme mouvement d'énergie, comme feu radical d'automouvement permanent, tel que le dit Héraclite, il a toujours existé et il existera toujours. Il y a une vision pathologique anthropomorphique qui renvoie finalement au fétichisme initial de l'enfant dans la société du construire et du créer. Vous voyez un enfant qui regarde une table et qui dit « Papa, qui a fait la table ?» Donc il y a nécessairement un menuisier un jour qui a fait la table. C'est-à-dire que la table, elle a eu un début. Mais le monde, nous dit Marx, n'est pas un objet. Le monde est une relation dialectique. C'est-à-dire que le monde n'est pas là imposé. Il ne peut être compris comme ça. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant parce que la forme la plus caractéristique, ce sera la forme juive de la création du monde, et la forme la plus caractéristique de l'anticréation du monde, ce sera la forme grecque. Il y a donc une opposition radicale entre la pensée juive et la pensée grecque. Il y a une opposition radicale entre la Genèse, Héraclite, Parménide. Mais c'est cette opposition aussi qui fonde toutes les autres oppositions, et on en revient tout à l'heure à Hegel, sur l'autre du monde. Si le monde a été créé, il a été créé par un autre du monde. C'est donc la césure, c'est donc la séparation. Si le monde n'est pas l'automouvement de lui-même, il est donc l'hétéromouvement d'autre chose. S'il est l'hétéromouvement d'autre chose, il y a la séparation. Et c'est parce qu'il y a cette grande séparation première théologique que vont se fonder ensuite toutes les séparations aliénatoires du temps. L'acte de compréhension qui voudrait que le divin soit l'autre du monde implique l'idée de création. Puisque s'il y a un autre du monde, c'est précisément l'autre du monde qui a créé le monde et qui est donc la sanctification aliénatoire du séparé. Pour les Grecs, il y a des énergies cosmiques en mouvement éternel qui se tendent, qui se déploient, qui se rétractent, qui se juxtaposent, qui s'accordent,
qui se désaccorde, qui se déplace, qui se redéploie, qui se déplie. Il y a un mouvement infini, des automouvements infinis de ce par quoi le monde se pose comme infinité de lui-même. Et dans ce mouvement d'infinité au fond de lui-même, on a effectivement des grandes oppositions radicales sur des catégories cosmiques comme le feu, l'eau, le chaud, le froid. Et c'est d'ailleurs très curieux parce que les présocratiques avaient cette intuition que nous venions de l'eau. Et à un moment donné, dans ces bouillonnements dialectiques où le feu et l'eau, le sec et l'humide, le chaud et le froid se rencontrent, il y a eu effectivement des développements énergétiques de micro-appareils cellulaires. Et à partir de là, dans une longue durée dialectique, se sont mis en marche des processus historiques, physiques, biologiques, de formulation et de formulation de nouvelles informations. Le monde est une information où les positionnements énergétiques se parlent, se structurent, se coagulent, se dissocient. Donc, la grande intelligence grecque, c'est de comprendre qu'il ne faut pas faire de projection anthropomorphique sur le devenir du monde à travers le regard infantile d'un garçon ou d'une fille qui dit à son père ou à sa mère « Dis-moi, qui a fait la chaise ?» Le monde n'est pas un objet fabriqué. Le monde est une dialectique d'autoconstitution énergétique en mouvement permanent de métamorphose et de transdépassement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est là où Marx s'est intéressé à Darwin, mais on a mieux que Darwin, on a le texte de Engels, Le singe et l'homme, qui est encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus radical. Parce que Darwin a eu des intuitions, mais effectivement, il a fétichisé la sélection. Et il a fétichisé la sélection parce qu'il était dans le temps de la concurrence ascendante du capital, où la sélection faisait partie des fétichismes aliénatoires en mouvement de reconnaissance. Donc, il y a eu effectivement un mouvement où progressivement les choses se sont mises en sélection, mais pas dans une brutalité telle que Darwin l'a vue, et puis telle que ça peut être repris par toute une série de champs aliénatoires, malthusiens, post-malthusiens, périmalthusiens, darwinistes sociaux, etc. etc. Mais Marx dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend la dialectique historique par laquelle, non pas l'homme descend du singe, ce qui est complètement débile, l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend d'une structure à un moment donné antérieure au singe, qui a produit plusieurs ventilations successives, dont l'homme. Mais on ne descend pas du singe. On pourrait dire que le singe est un très 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 lointain parent. C'est d'ailleurs pour ça qu'en termes chromosomiques, je crois qu'on est à 99%. Mais donc, on ne descend pas du singe, on descend d'un ordre primate supérieur, et cet ordre primate supérieur descend lui-même d'ordre antéprimate inférieur, etc., etc. Et selon la tradition, effectivement, des présocratiques, on remonte au premier magma d'énergie en mouvement qui ont créé tout ce devenir. Donc, effectivement, l'homme n'est pas créé à un moment donné. L'homme exprime l'autocréation permanente du monde dans la complexité de plus en plus construite par ce monde qui s'ordonnance dans une dialectique où les énergies, à travers les pôles tels que les présocratiques les ont vus, font que les développements cellulaires, à un moment donné, vont produire des sauts qualitatifs qui, de sauts qualitatifs de plus en plus supérieurement organisés, vont produire effectivement une animalité de plus en plus développée qui, à un moment donné, produira une animalité d'autant plus développée qu'elle produira les consciences de possibilité d'une conscience. Donc tout ça est très clair, et moi j'invite vos auditeurs à aller voir le texte de Engels sur le singe, l'homme, le travail. Il est d'une limpidité totale, et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte de Engels, écrit avec les réflexions de Marx, date de la moitié du XIXe siècle, mais ce cheminement-là est pleinement confirmé par toutes les fouilles et par tous les travaux que l'on fait aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le primate supérieur à partir duquel l'homme est devenu l'homme
correspond tout à fait aux catégories historiques d'explication telles que Engels les fait sur le produire, sur le geste et la parole, sur l'outil et sur toute cette émergence-là. Il y a quelqu'un qui a fait un travail extrêmement intéressant qui s'appelle Leroy-Gourhan sur le geste et la parole. Leroy-Gourhan n'avait probablement jamais lu Marx et Engels, mais si on prend le geste et la parole de Leroy-Gourhan et que l'on prend le texte de Engels sur le singe et l'homme, on a une parfaite concordance sur ce descriptif. Alors, quant à l'entraide, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Marx le développe déjà au niveau de l'idéologie allemande et on retrouve des textes, notamment les correspondances avec Engels, où quand il parle de Darwin, il montre que effectivement l'aspect entre guillemets combatif et sélectionniste existe, mais il y a quelque chose de plus important encore qui est le phénomène d'entraide naturelle au sein d'un groupe ou au sein d'une espèce. Et de la même manière que Marx a développé ça, on retrouve des textes très intéressants de Kropotkin, où Kropotkin, sur le champ animal, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'entraide, et sur le champ humain a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éthique. Donc là encore, il y a une combinaison dialectique de contradictoires, ce qui explique le devenir des espèces, ce qui explique le devenir de l'humain, ce qui explique le devenir de toute la chaîne biologique telle qu'elle s'organise dans son déployé universel. C'est bien évidemment les mécanismes de sélection, mais c'est aussi et surtout les mécanismes d'entraide et de solidarité interne. Et on voit que dans le tas d'espèces animales, il y a effectivement des solidarités radicales. On voit par exemple dans le cadre d'une attaque de lion sur un troupeau de zébus, on voit des zébus faire front, protéger le petit, protéger le plus fragile. Il y a donc bien évidemment des conflictualités, mais il y a au-delà de la conflictualité un substrat supérieur d'entraide interne au groupe qui explique que les groupes se sont développés en se démarquant, en se sélectionnant, mais en s'apportant en interne des mouvements de solidarité profonds qui ont permis que la dialectique du contradictoire et de l'altérité puisse produire des harmonies supérieures de préservation, à la fois de différenciation, d'identité et de maintenance des groupes. Dans le prolongement de ce que vous dites, parce qu'à la base on parlait du fait que la création n'existe pas, du coup ça rejoint ce que disait Empédocle, à savoir qu'il n'y a ni naissance ni mort, il n'y a que mélange et dissociation de mélange. Et alors en fait, j'aurais aimé avoir votre analyse sur la perception de la mort dans la communauté de l'être, pour savoir si en fait, est-ce que c'était perçu comme comment dire, un événement, c'est-à-dire que c'était perçu non pas comme une fin, mais comme le prolongement de la vie, entre guillemets, dans une autre forme, ou est-ce que c'était simplement perçu comme quelque chose de triste, comme aujourd'hui, quoi, où genre quand quelqu'un meurt, c'est perçu comme une fin, quoi. Donc, il y a quelque chose d'important. On voit même dans certaines communautés primitives où se pratique l'incinération, on voit les proches manger une partie des cendres. Alors ça paraît être comme ça un acte bizarroïde, mais non, c'est un acte de communion. C'est un acte de communion. Et on retrouve d'ailleurs dans la communion christique le fameux « prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang », cet acte d'éternité. La transsubstantiation, c'est ce par quoi ce qui est vivant ne cesse de vivre. Donc, la mort dans les communautés primitives, c'est effectivement une séquence. Mais c'est une séquence dialectique, et on en revient encore à l'Ophéboun, c'est-à-dire que c'est une séquence de conservation des passements. Dans une communauté primitive, le sujet n'est pas autonomisable. Le sujet est participant. Le sujet est en communion. Il est en communauté. Il est en Gemeinwesen. Et la communion christique n'est finalement que l'acte de transsubstantiation le plus radical de la Gemeinwesen. Dans les communautés primitives, le je n'existe qu'en relation avec le tu, et le tu n'existe qu'en relation avec le nous. Donc,
chaque identité personnelle se fonde dans un universel en lequel elle se réfléchit et qui réfléchit en elle pour créer la vraie personne. Et la vraie personne est une synthèse dialectique du singulier et de l'universel. En ses joies, en ses parcours d'universalité et en ses parcours de toutes les trajectoires. Ça veut dire que dans le groupe premier, la vie de l'un est en la communauté, et la vie de la communauté est toujours en l'un. Et tout ce qui est en l'un est toujours en la communauté, et tout ce qui est en la communauté est toujours en l'un. Autrement dit, quand à un moment donné, compte tenu du développement physique de nos biologies particulières, je suis dans l'épuisement qui me conduit à la mort, ce qui meurt, c'est ma forme charnelle telle qu'elle est là posée, dans la séquence où j'ai physiquement produit ma naissance, produit ma croissance et produit ma décadence. Mais ma richesse, mes parcours, mes émerveillements, mes joies, mes amours, mes tendresses, mes rires, mes fous rires, tout ce que j'ai vécu dans le groupe a eu une situation d'accueillement en la communauté qui fait que même si moi, en tant qu'enveloppe charnelle, je disparais, je ne suis pas cette enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle que je suis n'est que le dépositaire de la merveille existence que j'ai été. Et tous les êtres dans cette communauté qui sont les merveilles d'existence de cette communauté en merveille d'émerveillement ne cessent pas d'exister parce que l'enveloppe charnelle a disparu. Donc, la mort, c'est-à-dire l'acte par lequel ma séquence charnelle s'interrompt, fait tristesse. Elle fait tristesse parce que les attachements sont forts, les attachements sont certains, mais elle ne fait pas désarroi. Parce que la tristesse, dans une Aufhebung de repositionnement, est fertilisée par l'accueillement de la communauté. Et je ne cesse pas d'exister, je prends forme sous une existence autre. Donc dans la communauté, bien évidemment, la mort pose question et elle fait problème, parce qu'elle est arrachement, elle est déchirement, et elle est donc tristesse. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'arrête là, parce qu'il y a une vraie vie générique qui fonctionne. Aujourd'hui, dans la société du fétichisme marchand, la relation des hommes entre eux est un positionnement d'échange narcissique sur le marché des échanges narcissiques. Il y a donc quelque chose d'antigénérique. C'est pour ça que Marx dit que la communauté première, c'est le naturalisme achevé, et que la société démocratique du capitalisme intégral, c'est l'antinaturalisme achevé. Dans l'antinaturalisme achevé, je suis structuré en névrose narcissique sur le marché de la représentation de la loi de la valeur. Donc, il y a une implication de théâtralité, de représentation, où tout ce qui jadis était vécu en naturalité jouissive s'est transmuté en faux plaisir des galeries marchandes de l'aliénation. Donc, j'ai une implication, j'ai un investissement aux autres qui, par essence, est pathologique. Donc, dans cette pathologie aliénatoire du tout social, à travers les investissements, l'autre n'est qu'un faire-valoir. Mais il est un faire-valoir chosifié, réifié, coupé de toute communauté, coupé de toute sensualité universelle. Il est donc très souvent béquille d'antisolitude. Donc la mort de l'autre, puisqu'elle est coupée de toute immanence, puisqu'elle est coupée de toute transcendance à l'universalité cosmique, elle est drame, elle est frayeur, elle est total désarroi, elle est perte de repère, elle est réenclenchement solipsis dans la grande foule solitude, dans la grande foule des solitaires agglomérés. Donc la mort n'a pas du tout la même valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, la mort est repoussée, la mort est cachée. Or, dans la communauté primitive, la mort, bien évidemment, elle n'est pas glorifiée, mais elle est acceptée comme un moment où l'amour se recompose. Et c'est là où, chez les Grecs, comme chez le Christ, comme chez les Indo-Européens radicaux de la tradition communiste, il y a cette compréhension de la vie éternelle. Alors on la retrouve dans le judaïsme, mais elle est empruntée.
les juifs archaïques dans la tradition yaviste première ignorent la vie éternelle. Ils vont découvrir la vie éternelle au contact des Perses, quand il y aura la déportation. Mais quand on lit les textes de la première tradition yaviste, on ne parle jamais de vie éternelle. La vie, c'est la vie ici ou là, dans les biens de ce monde. La dimension spiritualiste de la vie éternelle sera transmise par copie des savoirs perses. Les Perses sont des Indo-Européens, en fait. Ah ben, les Perses sont des Indo-Européens, puisque c'est le rameau indo-iranien. On a le rameau celtique qui est le plus occidental, et on a le rameau indo-iranien qui, des Perses jusqu'à l'Inde, va toucher la Birmanie. Et donc toute la tradition solaire du mazdéisme, du zoroastrisme, est basée sur le retour du soleil, sur cette vie éternelle. Et donc, quand les Juifs seront à Babylone, ils découvriront un savoir qu'ils ignoraient, c'est celui de la vie éternelle. Et donc, on voit que c'est les textes qui sont rédigés à partir de l'exil qui font intervenir la vie éternelle.